Jacques Neff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour fêter les 200 ans de la naissance de Gustave Flaubert. Et merci aussi de vous joindre par cette conversation à la communauté de lecteurs et de lectrices de Flaubert en Argentine et en Amérique latine, qui sont fort nombreux. Alors, commençons par une première question qui cherche à situer votre œuvre critique dans l'œuvre flaubertienne. Quand et comment avez-vous découvert l'œuvre de Flaubert et pourquoi lui avoir ainsi consacré une grande partie de votre vie savante et peut-être aussi affective? Écoutez, je ne sais pas trop l'origine de mon rapport avec Flaubert. J'ai des souvenirs scolaires déjà, Madame Bovary, bien sûr. Mais en fait, le début d'un attachement réel à Flaubert est absolument contemporain de la résurrection moderniste de Flaubert dans les années 60-65. Et en particulier, le premier souvenir que j'ai d'attachement et au fond d'une curiosité totale pour Flaubert est quand j'étais étudiant, l'apparition aux éditions du Seuil comme un nouveau roman de l'éducation sentimentale de 1845, avec une préface de François-Régis Bastide. C'était le moment de la promotion de Flaubert par les nouveaux romanciers, Nathalie Sarraute sur Flaubert, le patron, sur en particulier les théories du nouveau roman contre Balzac et plutôt pour Flaubert. Et la lecture de Flaubert étant alors complètement renouvelée comme le romancier, comme Flaubert étant le romancier des romanciers. J'étais étudiant, je me suis intéressé à cela et c'était simultanément la découverte de Joyce, le portrait de l'artiste en jeune homme, de la tentation de Saint-Antoine, c'était également la tentation de Saint-Antoine au théâtre de l'Odéon, mise en scène par Béjart et Jean-Louis Barrault, tout ceci en vers 67-68. Et donc j'étais passionné pour Flaubert à ce moment-là et je suis allé lire presque tout Flaubert. Il y avait aussi Raymond Queneau et Bouvard et Pécuchet. Donc j'étais très vite attiré par cet ensemble flaubertien. Et je dois dire que parallèlement, je pense, en y réfléchissant, en fait, je faisais aussi des études de grec ancien. Et j'étais passionné par la langue grecque, j'étais d'ailleurs en train d'hésiter entre faire des études de grec, c'était aussi la grande époque de renouveau des études grecques, avec Vernon, avec Marcel Détienne, et donc tout était passionnant. Et en y réfléchissant, je pense que ce que j'aimais dans les études de grec, c'était la subtilité des textes, c'était de découvrir ce qu'une langue peut faire. La langue grecque est extraordinairement concentrée, polysémique d'une certaine manière, et cette passion pour la complexité évidente de la langue, cette complexité qui peut donner des significations multiples en même temps, n'est pas sans rapport avec ce que je trouvais dans Flaubert, dans la prose de Flaubert. Et c'est ainsi que je me suis attaché très vite à Flaubert. La tentation de Saint-Antoine, comme je viens de le mentionner, j'étais passionné par ce texte, et c'était la grande représentation par Béjart et Jean-Louis Barrault à l'Odéon. L'étrangeté un peu folle de la chose m'attirait, et j'ai fait ma maîtrise sur la tentation de Saint-Antoine. En 68 en plus, il se passait pas mal de choses. Et la maîtrise, j'avais comme sujet désir et savoir. Désirer savoir, évidemment, avec le jeu de mots. C'était la grande époque du début des grands jeux de mots. Et donc, c'est ainsi que ça a commencé. Et j'ai été lié à Flaubert de cette manière, par cette maîtrise et par, au fond, l'amplitude des possibilités que je découvrais. Et il me paraissait intéressant de commencer ces études par un texte bizarre, qui était donc Désirer savoir, enfin la tentation de Saint-Antoine.
bizarre, mais en même temps, il y avait avec le programme de la tentation à l'Odéon, le texte de Michel Foucault sur la littérature de bibliothèque, sur les livres devenus incandescents. Donc, c'était un rapport à l'érudition et un rapport à la fantaisie, tout à fait nouveau, qui m'intéressait particulièrement. Donc, ça a été le début de l'accroche avec Flaubert, mais je dois dire que c'est aussi et beaucoup l'éducation sentimentale qui m'a retenu, la grande. Ayant lu la première comme nouveauté, si je puis dire, la lecture de l'éducation sentimentale me paraissait infinie, absolument un monde. Et c'est de cette manière, je suis venu à Flaubert que j'ai décidé de ne pas faire des études de grec et d'entrer en littérature. La suite, bien la suite, c'est lire Joyce, c'est lire tout ce qui aimait Flaubert, Pérec, Queneau et continuer. À partir de là, bien sûr, je me suis intéressé au grand réalisme. C'est aussi l'époque, évidemment, je découvrais Auerbach et le grand réalisme, ce qui fait que je me suis intéressé également, pas autant, mais également à Balzac, à Stendhal et à l'ensemble du grand réalisme, de la prose narrative. C'est Flaubert, bien sûr, mais c'est aussi l'art de la prose narrative qui m'intéresse le plus particulièrement. Alors, depuis, évidemment, les choses ont beaucoup évolué. Mes années d'étudiant, je suis ensuite devenu assistant à l'Université de Paris 8, et donc j'étais proche de Genette. Je fais engager un 3e cycle avec Raymond Debré-Genette sur 3 contes, 3 récits de rêve. Là encore, je voulais être avec les textes, pas les grands textes canoniques, mais au contraire ceux qui étaient plus qui me paraissaient être un peu plus énigmatiques, 3 contes qui continuent pour moi à être des textes totalement énigmatiques par leur qualité. Et donc, j'ai commencé un 3e cycle sur 3 contes, 3 récits de rêve. C'était parallèle j'étais à Paris 8, à côté de Jean Belmanoël, si je puis dire, et où la psychanalyse et les littératures étaient connexes. Et donc, je suis entré dans Flaubert avec ça. Mais j'ai tenu tout le temps, tout de même, à penser Flaubert par rapport à Balzac, par rapport à Hugo, par rapport à Stendhal. J'ai après beaucoup travaillé sur Stendhal, sur les manuscrits de Stendhal, et je continue à vouloir considérer Flaubert non pas comme une île, mais comme étant un apport considérable dans la possibilité du roman, dans les possibilités du roman. Donc, voilà comment Flaubert. Et une question, maintenant. Une question qui m'intéresse et qui est liée à ce que vous venez de dire, Jacques, est que il semble qu'il y a eu différents moments de l'intérêt pour Flaubert en France. Et il me semble très important ces moments-là où la critique qu'on appelle génétique a commencé à mettre les choses dans une autre dimension. Comme nous savons que vous avez beaucoup travaillé et sur ces sujets-là, ça serait intéressant que vous nous racontiez un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé à partir de la critique génétique et comment ça a relancé Flaubert en France. Alors, ça, tout à fait, la critique génétique a vraiment relancé Flaubert au sens où la critique génétique s'est attachée à faire apparaître la masse des manuscrits. Et donc, c'est Flaubert et Flaubert en amont qui sont devenus des objets de lecture, d'étude, de réflexion. Et ça, c'est tout à fait intéressant, c'est développé à partir des années 70. Mais je voudrais dire qu'il y a une antériorité à cela, c'est-à-dire que dès la fin du 19e siècle, Lançon, Antoine Albala, sur le travail du style enseigné par les corrections manuscrites des grands écrivains en 1903, avait pris Flaubert comme un exemple de l'écrivain
dont le travail est intéressant pour comprendre l'œuvre. C'était dans des perspectives absolument stylistiques et d'histoire littéraire, dans le cas de Lançon, ou des perspectives pédagogiques, dans le cas d'Abdallah, mais il y avait bien cette idée que la facture de l'œuvre était quelque chose d'essentiel, et Flaubert avait une place particulière parce qu'on savait que Flaubert avait écrit beaucoup de manuscrits. La querelle grammaticale des années 1920 autour du style de Flaubert avait déjà, elle aussi, promu une interrogation sur la complexité du style de Flaubert. C'est parti de Louis de Robert qui déclarait que Flaubert ne savait pas écrire, et il y a ce grand débat autour des années 20. Gilles Philippe l'a publié, ce débat, l'a analysé, et où l'on s'interroge sur le style de Flaubert. Cela donne l'occasion à Thibaudet d'écrire sur Flaubert, et évidemment l'immense texte de Proust sur le style de Flaubert, dans lequel Flaubert décrit cette prose comme un trottoir roulant, décrit cette prose comme révolution copernique de l'écriture. Et donc c'est l'attrait pour la manière dont cette prose était nouvelle, et donc comment elle était conçue, est présent très en amont. Il y a en particulier, et ça fait partie aussi de mes révélations de Flaubert, l'étrange, très très étrange publication en 1949 de l'artefact de Pommier et Leleu d'une Madame Bovary qu'ils éditent en greffant les brouillons. C'est chez Corti, cette édition de Madame Bovary, Pommier et Leleu, est un monstre littéraire, bien sûr, puisqu'ils publient comme continu un texte dans lequel ils intègrent des brouillons, des phases antérieures. Ce n'est absolument pas génétique au sens où il n'y a pas de rigueur temporelle, ni de description des strates de manuscrits, mais il y avait cela. Et ça m'avait beaucoup fasciné, l'idée qu'au fond, on pouvait amplifier par les manuscrits antérieurs à l'œuvre publiée. Également les travaux, évidemment, de Marie-Jeanne Dury, qui sont très importants. Et dans les années 70, ont commencé ces éditions des manuscrits de Flaubert. Par exemple, les Trois Contes, édités dans une édition imprimée par Bonacolso, dans 3 énormes volumes, qui montraient cette sorte de richesse des textes. Et donc ceci il est clair que l'accès aux manuscrits a changé complètement la mesure de Flaubert et la mesure de son style, de l'existence de ce style. En fait, ce que j'ai éprouvé à cette époque, au fond, c'est la conjonction d'un moment structuraliste, d'analyse des textes, narratologique en particulier, et la recherche en amont du comment cela vient. Tu verras par quelle mécanique compliquée on fait une phrase, écrit Flaubert à Louise Collet au moment de Madame Bovary. Donc c'est ce lien entre la mécanique compliquée de faire et l'analyse structurale des récits, des textes, de la prose, l'analyse stylistique de la prose, qui a été autour des années 70-80 prédominant. Et ceci est allé très vite. Il y a eu le grand livre de Claudine Gautemerche, La genèse de Madame Bovary, qui est entre une analyse de composition, disons, traditionnelle, mais qui est très moderne, qui déplaçait les choses. Il y a eu le très grand colloque de Cerisy en 1974, la production du sens, où on croisait précisément l'analyse sémiotique, l'analyse structurale et déjà l'étude des manuscrits. Donc on a un mouvement qui a été profond dans ces années 80 de conjonction d'analyse structurale et d'étude des manuscrits, mais d'une manière qui n'était plus philologique, classique, non pas pour établir le meilleur texte, mais pour comprendre les procédures de création. Donc c'est dans ce moment que la dimension Flaubert a été, je dirais, complètement bouleversée. Et ça, c'est tout à fait important. Quant aux études génétiques, elles se sont très vite développées
Il y a eu la publication des carnets de Flaubert par Pierre-Marc de Biasy qui ouvrait ce champ dans la suite du Flaubert inédit de Marie-Jeanne Dury, mais de manière beaucoup plus ample, où la matière de réflexion, de travail, de projection devenait sensible. Et ensuite, les publications de Genèse se sont développées du côté en particulier de l'Université de Rouen avec Yvan Leclerc. Moi, j'ai des étudiants, très vite des étudiants qui ont travaillé sur les manuscrits de Flaubert, et l'étude génétique a changé tout à fait les dimensions. Stéphanie Dorcroulet, qui a fait le site de Lyon sur tout le dossier des notes et de Bouvard et Pécuchet, a été mon étudiante, fait une thèse sur le chapitre littérature de Bouvard et Pécuchet. On est entré ainsi dans une époque où l'étude des manuscrits donnait à l'œuvre de Flaubert une dimension radicalement différente, celle de son travail. Le travail de Flaubert, ça a été le titre d'un recueil d'articles au Seuil. Et simultanément, j'ai insisté, j'ai mis en place à ce moment-là des groupes de réflexion, un groupe de recherche et un séminaire qui s'est tenu au centre Alexandre Coiré sur le rapport aux sciences, dans Bouvard et Pécuchet, sur le travail de l'œuvre en termes d'épistémologie, en faisant participer des spécialistes des disciplines, et le champ s'est ainsi ouvert considérablement du côté des manuscrits. Un champ à la fois esthétique, qu'est-ce que la prose? Et il faut dire que nous n'étions pas seuls. Il y a eu parallèlement une équipe Zola à l'Institut des textes. C'est vraiment l'œuvre du CAM, Centre d'analyse des manuscrits, puis de l'Institut des textes et manuscrits modernes, du CNRS, de déployer cette étude des manuscrits. L'équipe Zola, évidemment. L'équipe Proust, j'allais dire forcément. C'est l'époque de la grande édition nouvelle de Proust, dont l'ampleur est multipliée par 4, 5. C'est-à-dire qu'il y a ce moment absolument précieux où l'analyse structurale s'est donné une sorte d'horizon infini qui est l'amont de l'œuvre. Avec cette idée au fond qu'un brouillon est intéressant. Selon une philologie non finaliste, c'est-à-dire non pas pour chercher la meilleure édition, non pas pour lire en termes de progrès absolu, mais en termes de pensée dans l'œuvre, de pensée de l'œuvre. Ce qui est frappant avec Flaubert, c'est le courage que Flaubert a de renoncer à certains passages, de raturer, de diminuer un chapitre de moitié pour le densifier. C'est-à-dire que ce travail esthétique est un travail de courage, d'œuvre, ce qui donne de la prose finale, de la vision de la prose finale, une richesse, une complexité, une intensité comparable au regard qu'on peut avoir de très près sur un tableau de Manet et les touches qui sont là. Donc, voilà le croisement entre manuscrit et lecture. Et il n'empêche que lire les trois contes tels qu'ils sont, publiés, et de la limpidité de cette prose demeure la chose à écouter. Il faut écouter Flaubert dans la sonorité finale. Et une question hors programme avant de céder la parole à Magdalena. Et vous venez de dire tout à l'heure que pendant l'époque où les nouveaux romans ont issu, il y a eu un renouvellement de l'intérêt sur Flaubert. Je sais aussi que vous êtes un péricien et très important, donc, et vous avez écrit aussi sur Quenon et sur Borges par rapport au Flaubert. Donc, quelles seront les différences entre ce qu'on peut tirer en tant que conclusion sur ce que les écrivains
dit sur Flaubert et sur ce que les académiciens et les chercheurs trouvent chez Flaubert? D'abord, il faut que les académiciens, comme vous dites, prennent le soin de s'intéresser à ce que Pérec ou Italo Calvino ou Borges ou Joyce. Dans le cas de Joyce, ce n'est pas seulement ce que Joyce dit sur Flaubert, c'est le fait que Joyce écrit avec Flaubert. The Dead, le dernier texte des Dubliners, termine par une sonorité absolument flaubertienne. Les deux dernières phrases de The Dead, c'est du son Flaubert. The snow falling, enfin, si on lit les deux dernières phrases, on se dit, mais c'est en anglais, c'est Flaubert. Enfin, il y a quelque chose de la sonorité qui est extraordinaire. Et Joyce fait un chapitre de Ulysses, le chapitre Circé, qui est explicitement une transposition dans le Dublin moderne et dans un bordel de la tentation de Saint-Antoine, c'est-à-dire d'une espèce de fable folle sur les religions. Et c'est Ezra Pound qui, en 1920, fait la promotion, littéralement la promotion de Ulysses en le comparant à Bouvard et Pécuchet. Donc, cette question est fondamentale, c'est-à-dire les grands écrivains, ce que les grands écrivains font de ou avec ou à partir de Flaubert est fondamental. Et dans le cas de Pérec, c'est par exemple, Georges Perec et les listes, et je me souviens, fait comprendre différemment, permet de comprendre différemment le dictionnaire des idées reçues, qui est un dictionnaire de mémoire, c'est-à-dire qui note les choses reçues, les idées reçues à un moment donné, qui peut être très long, qui peut se répéter. La copie de Bouvard et Pécuchet est un grand recueil de choses fugaces, mais qui sont comme prises dans une matière gélatineuse qui les fixe. Et je me souviens de Pérec. Donc, la liste chez Pérec fait tout à fait penser à Flaubert. Quant à Queneau, c'est tout à fait explicite. C'est plus compliqué. Je pense que l'ironie de Queneau, l'intelligence de Queneau donne une lecture tout à fait spécifique de Flaubert. Et Queneau a écrit sur Bouvard et Pécuchet les choses les plus remarquables. Donc, je pense qu'en effet, les proses de Flaubert, on peut lire Pierre Michon. Pierre Michon est un écho tout à fait original, tout à fait lui-même, mais de la conjonction de la vie ordinaire, des petites gens et d'une prose sublime. Ça, c'est Flaubert qui fait naître ça. Comme Gertrude Stein, Trois vies, Free Life. Donc, cette question est fondamentale. Mieux comprendre Flaubert, c'est aussi lire ceux qui ont écrit dans l'écho ou la transformation. On peut mentionner évidemment Beckett, fortement Beckett. Beckett et Bouvard et Pécuchet, en attendant Godot, il y a dans Bouvard et Pécuchet des moments absolument en attendant Godot. D'ailleurs, ils attendent Godot. Est-ce que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un rapport entre la critique d'écrivain et la critique littéraire? Enfin, hormis la productivité de Flaubert pour certains écrivains, il y a, en 2019, je crois, Daniel Balderston et Mariana Dicio ont édité un cours de Borges sur Flaubert de 1952, un long cours où il avait lu à peu près toute la critique littéraire qui s'écrivait à son époque. Et donc, c'est une critique d'écrivain. Enfin, c'est pas que Borges écrive à partir de Flaubert, c'est qu'il écrit sur Flaubert. Et il me semble, je relisais votre préface pour Salammbô, vous citiez Butor, par exemple. Comment fonctionne ce rapport entre critique d'écrivain et critique littéraire, s'il existe L'écrivain qui devient professeur, professeur qui écrit Vargas Llosa, L'orgie perpétuelle, Flaubert est un très grand livre, Nabokov,
Nabokov sur Flaubert, sur Madame Bovary. Et là, c'était un enseignement. Et Borès sur Flaubert. Il y a dans la critique d'écrivain d'abord une liberté très forte et un enjeu, non pas de voisinage. Il ne s'agit pas de se mesurer à l'écrivain, il ne s'agit pas non plus pour l'écrivain de dire voilà ce que moi j'ai trouvé, voilà ce que, même s'il par moment il le dit. Il s'agit d'être dans ce rapport propre à la littérature que l'on comprend à travers le temps et à travers les possibilités de l'écriture. Nabokov, je parle de Nabokov parce que je connais mieux ce que Nabokov écrit sur Flaubert, est d'une intelligence très libre, ou Vargas Llosa, ou Borges. Intelligence très libre parce qu'ils pointent ce qui leur paraît le plus important par rapport à la littérature. Ce que cet auteur a, quand Nabokov fait une série sur les chevaux sont importants chez Flaubert. Tout à coup, c'est déceler quelque chose qui est une sorte d'habitude, alors que la critique universitaire fera un inventaire des chevaux, il ne traitera pas le thème de la même manière. Il ne le traitera pas comme un faisceau littéraire singulier. C'est une question très, très délicate parce qu'il y a des intermédiaires. Jean-Pierre Richard sur les écrivains, Jean-Pierre Richard sur Flaubert, la critique tient beaucoup à la qualité de la prose de Jean-Pierre Richard. C'est une critique universitaire, mais qui est une critique phénoménologique, qui est une critique empathique. Et là, il y a une échelle très importante chez les littéraires et chez même les professeurs, mais même dans la manière de traiter l'histoire littéraire. Comment Queneau fera d'une anecdote biographique quelque chose de sursignifiant et de drôle ou d'intéressant, alors que la biographie universitaire tiendra une sorte au fait. Non, il y a une échelle là très intéressante et la question est évidemment très... Mais je ne sais pas, l'écriture critique, donc moi je prends l'exemple de Jean-Pierre Richard parce que c'est celui qui s'intéresse le plus à une sorte de lecture phénoménologique. Mais il y avait Jean Rousset aussi. Donc il y a une intermédiaire. Charles Dubos, évidemment, c'est entre écrivain et critique. Dubos sur la dimension, l'espace intérieur, c'est une grande richesse. L'écrivain a une empathie avec l'œuvre qui la fait vivre autrement, comme importante pour la littérature. Et c'est ça qui différencie. Mais il y a des critiques universitaires qui écrivent en ce sens. Butor est exemplaire. L'essai d'un rêve. Parce que Butor, c'est le professeur à Genève, ou à Nice, puis à Genève, qui écrit. Mais avec cette espèce de conscience de la littérature permanente. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Oui, l'essai d'un rêve, sur l'essai qu'il écrit sur le rêve de Baudelaire. Oui. Par exemple, bon. oui. Et si on lit bonne foi sur Baudelaire, mais si on lit Jean-Claude Mathieu sur Baudelaire, on n'est pas loin. C'est-à-dire que Jean-Claude Mathieu vient de publier un grand livre sur les fleurs du mal, qui est une résonance de l'œuvre chez Corti. Jean-Claude Mathieu est professeur. À ma connaissance, il ne publie pas de poèmes. Mais donc, il y a une grande échelle dans la critique littéraire universitaire, de ce point de vue-là. Eh bien, vous nous disiez tout à l'heure que vous alliez participer demain d'un colloque au Sénat sur Flaubert politique.
Et justement, nous nous demandions à Jorge si vous pouviez nous parler du caractère politique et polémique de ces œuvres, parce qu'il y a une idée reçue selon laquelle il serait en marge du politique, l'incarnation d'autonomie, etc. Mais alors, je ne sais pas, est-ce que les mercenaires barbares et les commerçants carthaginois sont si différents de Homais et de Lheureux? Est-ce qu'on peut se poser cette question d'un Flaubert politique et polémique? Non seulement on peut, mais on doit, parce que, en fait, en réfléchissant à cette dimension, ce qui fait un certain temps, et déjà dans la préface que j'ai faite pour Salammbô, vous avez pu le mesurer, il y a une préoccupation politique générale, je dirais, de Flaubert, qui est les formes du pouvoir, le rôle de la certitude, du mensonge dans la vie politique, la puissance des masses, la puissance de la bêtise. La bêtise que qualifie Flaubert n'est pas simplement la sottise de celui qui ne comprend pas, mais c'est la bêtise qui obture les choses volontairement, comme une arme, la bêtise qui tue, la bêtise qui clive la moitié du réel autour des certitudes, la bêtise qui peut être dans la religion, dans la mesure où la religion, comment dire, totalitaire, détruit une partie du monde et des choses, détruit la vue même des choses. Et donc, de ce point de vue-là, il y a je dirais, une sorte de racine politique de l'écriture flaubertienne, qui est qu'est-ce que croire, qu'est-ce que vouloir s'appuyer sur un fond de croyance définitive, déterminé. Il faudrait que le doute disparaisse. Eh bien non, le doute ne peut pas disparaître, ne doit pas disparaître. Les choses sont remises en question constamment. Et c'est ce qu'écrit Flaubert. Alors, la dimension politique du XIXe siècle, elle est traitée de manière très complexe. D'abord, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe et ce que je voudrais maintenant peut-être mieux expliquer, mieux comprendre, c'est qu'en fait, constamment, Flaubert a écrit sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge et sur le présent, sur le XIXe siècle. Quand il finit Madame Bovary, il écrit des extraits, il refond La Tentation de Saint-Antoine, en publie des extraits dans la revue L'Artiste et songe à écrire Salammbô, au même moment, tout en songeant déjà à un dictionnaire des idées reçues avec une préface, c'est-à-dire Bouvard et Pécuchet, ce qui sera Bouvard et Pécuchet. Donc il y a cette collision. Et en 1957, il écrit « Si j'étais un gars, je terminerai mon Saint-Julien l'Hospitalier et Saint-Antoine avec Madame Bovary, c'est-à-dire à l'apparition de Madame Bovary, il y avait l'idée de publier ensemble Madame Bovary, un Saint-Antoine et un Saint-Julien l'Hospitalier. Comme ça, j'aurai du Moyen-Âge, de l'Antiquité, du Moyen-Âge et du moderne. » Et en fait, il dit comme ça, j'aurai du moderne, du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Ce sera l'ordre des trois contes. L'ordre composé des trois contes. Il n'est pas écrit dans cet ordre, mais il les publie dans cet ordre. Et en 69, à peine fini l'éducation sentimentale, mais vraiment, immédiatement, il revient à La Tentation de Saint-Antoine, tout en pensant commencer Bouvard et Pécuchet, commencer enfin Bouvard et Pécuchet. Et il finit La Tentation de Saint-Antoine en 72, alors qu'il déjà prend les notes, cette fois érudites, livresques, pour Bouvard et Pécuchet. Et quand il prend les notes pour Bouvard et Pécuchet en 72-73, le soir, il écrit Le Candidat, pièce de théâtre, pièce politique. C'est un moment politique fondamental, puisque on sort de l'écroulement du Second Empire. Il y a l'enjeu de l'union entre les légitimistes et les orléanistes, qui ne marche pas, et la République qui a été proclamée en 70, enfin, dès Sedan, n'est pas encore en place. Mais Flaubert a cette certitude
qu'il l'écrit à George Sand, dès 1973. La République s'installera lentement, mais elle s'installera. Et d'une certaine manière, Flaubert, bien que, enfin, trouvant que le suffrage universel donne la parole aux imbéciles, ou bien que ces imbéciles de monarchistes ne veulent même pas voter, dit-il, pense que c'est inéluctable. Et il change d'éditeur, il va chez Charpentier, qui est un républicain, qui est un promoteur, enfin un ami des impressionnistes. Et il publie dans Madame Bovary en 1973 avec le dossier du procès, comme pour prouver la bêtise du Second Empire. Et il publie en 1974 Salammbô avec la correspondance Sainte-Beuve et Frohner pour montrer la puissance de son œuvre. Et entre les deux, il publie en 1974 La Tentation de Saint-Antoine chez Charpentier, chez un nouvel éditeur. Donc il y a une prise comme ça. Et Flaubert déclare, je ne serai jamais contre aucun gouvernement, mais on ne m'attaquera jamais pour autant. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, au fond, de mesurer les choses. Et on peut voir ainsi, dans cette conjonction, Tentation de Saint-Antoine, œuvre moderne, constamment, une volonté de jouer sur plusieurs tableaux. Non pas pour dire c'est tout le temps la même chose, c'est masse, horreur, crime, mais pour dire c'est toujours possible. Il est toujours possible que ce soit le crime qui triomphe. Et de ce point de vue, l'éducation sentimentale, qui est d'abord conçue comme un roman purement sentimental, le mari, la femme, l'amant, tous s'aimant, tous lâches, c'est ça l'idée initiale, c'est en rédigeant que peu à peu, dans les scénarios successifs, Flaubert introduit la chronologie de la Révolution de 1948 et la chronologie du coup d'État du 2 décembre 1951. C'est-à-dire que l'œuvre purement narrativo-romanesque sur au fond, la banalité des sentiments bourgeois et en même temps leur profondeur, parce que ce fut comme une apparition, est tramée dans l'histoire du Second Empire, de la Révolution de 1948 et du Second Empire, pour tomber l'un dans l'autre. Et le premier dénouement de l'éducation sentimentale, il y en a 3, le dénouement historique, et Frédéric Béhan reconnaît ce décale, qui vient de tuer d'un coup d'épée Bussardier parce qu'il crie « Vive la République », tout ceci dans une brièveté allégorique, vraiment allégorique, et ça c'est le premier dénouement. Le deuxième dénouement, c'est Madame Arnoux qui fait sa visite, elle disparut, tout disparu, et le troisième dénouement, c'est la continuation dans le temps et la mémoire, c'est ce que nous avons une meilleure. Donc l'œuvre est bouclée sur 3 temporalités très différentes, la temporalité politique historique, sur le coup d'État, et moi on dit, enfin les analyses de l'éducation sentimentale, c'est le grand roman de la Révolution de 1948, mais c'est aussi le grand roman du coup d'État, de la Révolution confisquée et de la violence du coup d'État. Et on comprend ainsi que pour Flaubert, le politique, il est dans le sentimental aussi. Il est dans les attitudes gestuelles. Et Bouvard et Pécuchet le reprend aussi allègrement. Il y a un chapitre politique dans Bouvard et Pécuchet, c'est-à-dire toute la temporalité de l'éducation sentimentale tient dans un chapitre politique, 48 coups d'État en 20 pages à peu près, mais de façon extrêmement ironique et brutale. On plante un arbre de la liberté au début du chapitre et on l'arrache à la fin du chapitre. Donc là, il y a quand même une option politique extrêmement virulente, extrêmement forte. Et alors, la tentation de Saint-Antoine, dans tout cela, en 1949, tentation de Saint-Antoine déjà développe toutes les hérésies, les religions. Et en 1957, les extraits publiés sont sommaires, La Reine de Saba, et on ne peut pas en tirer grand-chose, mais la version de 1972 est beaucoup plus resserrée, et beaucoup plus efficace. Et en même temps, ce que Flaubert développe ne tient absolument pas
à l'histoire de saint Antoine. La tentation de saint Antoine, c'est une fable médiévale surtout, hein, c'est-à-dire elle a été très développée, très peinte constamment, très tôt, et comme tentation du diable. D'ailleurs, Valérie reproche à Flaubert de ne pas s'être tenu à l'idée que saint Antoine a le diable en lui. Et donc, il n'y avait absolument aucun motif dans l'histoire de la tentation de saint Antoine pour passer par une histoire critique de la naissance de la chrétienté dans les 4 premiers siècles du christianisme, qui est la chute de l'Empire romain, une chute folle, hein, totalement dégradée, et deuxièmement, le passage vers la pluralité de l'imagination humaine, ce que Borges a repris d'ailleurs très bien sur les animaux fantastiques, et troisièmement, sur le rêve philosophique d'un rapport matérialiste au monde. Ça n'est pas dans la tentation de saint Antoine, dans la réception en elle. C'est une invention propre par le détour de saint Antoine. La seule chose qui est dans les représentations classiques de saint Antoine, c'est que ça sort de la Bible. On voit généralement dans les tableaux saint Antoine avec un livre, avec la Bible. Mais bon, ça c'est le seul point de départ et le reste. Donc il y a bien constamment une réflexion profonde sur les masses, sur les foules, sur les supplices et sur des thématiques politiques. L'esclavage, les martyrs, c'est repris dans Bouvard et Pécuchet. Et à travers cela, tout au long, que ce soit dans Madame Bovary, que ce soit dans Bouvard et Pécuchet, une critique profonde de la religion catholique du XIXe siècle. Alors ça c'est très clair. L'hypocrisie de la religion catholique de l'Église est dénoncée constamment. Et c'est en ce sens que, sortant du procès de Madame Bovary, Flaubert estime qu'il ne peut pas rester dans le monde moderne et qu'il décide d'aller dans l'Antiquité. Il écrit à Michelet, cela permet des détours tout à fait féconds, et il passe vers Salammbô, qui est une œuvre sur la violence brute, en riposte, précisément, par un détour fantastique. Et Salammbô, c'est un livre sur les masses, sur la puissance des masses, et sur la tyrannie d'un seul, Hamilcar, et là, sur le génie politique et d'une cruauté infinie. Hamilcar qui fait se tuer les amis entre eux. Hein. Il y a dans Salammbô toutes les formes de la cruauté possible. C'est un des premiers livres sur la destruction de masse. On met tous les humains dans le désert. Et Balzac décrit l'horreur de la guerre, Hugo décrit l'horreur de la guerre dans Les Misérables, Balzac dans Le Colonel Chabert. Mais là, cette horreur de la guerre, dans Salammbô, elle a un auteur, Hamilcar. Elle a une visée. C'est Carthage contre les barbares, la vengeance. Donc, c'est beaucoup plus politique d'une certaine manière. Oui, et bon, il me semble qu'on a 10 minutes de plus et je voudrais bien ne pas laisser échapper l'occasion pour vous demander à propos du travail que vous avez fait avec Anne Herschberg sur les 5e volumes des œuvres complètes des Flaubert qui viennent de sortir à la Pléiade. Donc, ça serait très intéressant si vous nous racontiez un tout petit peu en quoi a consisté votre travail et de quelle façon ce travail-là est différent des autres éditions qui existaient auparavant. Merci de mentionner ce travail parce que ça en a été un de travail. C'était long, c'était difficile. Il a été informé lentement par ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les études sur les manuscrits, en particulier de Bouvard et Pécuchet. Il se trouve que nous avons eu beaucoup d'étudiants, en particulier japonais,
qui ont participé à la lecture et à l'édition des manuscrits de Bouvard et Pécuchet, des notes. Et donc, c'est une longue maturation. Depuis longtemps, je vais orienté vers l'examen de près du travail des sciences dans Bouvard et Pécuchet. Et ça s'est développé beaucoup. Gisèle Séginger, nous allons publier aux presses de Vincennes un livre d'un de nos étudiants, Yamazaki, qui a sur Bouvard et Pécuchet et la philosophie. Il y a donc une longue recherche qui s'est faite du travail épistémologique, philosophique des lecteurs de Bouvard et Pécuchet. Ça a été le premier point. Deuxième point de nouveauté, et l'édition recueille beaucoup de ces points auxquels nous renvoyons bien sûr dans les notes et les bibliographies. Le deuxième point, c'est que il a été décidé, nous avons proposé à la Pléiade de publier non pas un choix ou une reconstitution des fiches retenues pour la copie de Bouvard et Pécuchet, mais tout le dossier préparé. Il est préparé dans des chemises, des classements, c'est inachevé. C'est évidemment pas ce que Flaubert aurait publié, mais nous le présentons comme tel à la suite des 10 premiers chapitres du roman et en articulant avec les scénarios des chapitres 11 et 12 qui annoncent l'idée de la copie, ils se mettent à copier et donc publier ce dossier tel qu'il est dans les manuscrits avec ses classements provisoires, ses redites, ses répétitions et le publier tel quel. Il est accessible sur le site de Lyon que Stéphanie Dorpoulet a mis en place depuis longtemps. Mais il ne l'est pas comme cela, il ne l'est pas comme une partie d'un livre, comme le deuxième volume d'un livre, ce que Flaubert imaginait. Jusqu'alors, on a publié des exemples de ce dossier, quelquefois en le reconstituant selon le plan que Flaubert avait imaginé de ce dossier de copie. Mais ce sont seulement des exemples. De même, le dictionnaire des idées reçues a été publié indépendamment, mais précisément indépendamment. Ou bien, dans l'édition folio de Claudine Gottemersch, il y a le dictionnaire des idées reçues, donc on a bien les 10 premiers chapitres, un exemple de dossier et le dictionnaire. Nous, on a voulu montrer que c'est un vrai ensemble, simplement avec des grands pans inachevés, qui est en particulier le dossier de la copie, et le dictionnaire dans la mesure où il y avait encore des corrections certainement à faire par rapport au manuscrit. Donc c'est cet aspect-là. D'ailleurs, les négociations avec l'éditeur ont été en ce sens. On ne savait pas combien de pages ça ferait. Finalement, ça fait un très long dossier et on doit remercier M. Pradier et les éditions Gallimard d'avoir accepté de faire ce qui devient un très gros livre de ce dossier assez inintelligible en tant que tel. Mais nous avons soigné les notes pour montrer le rapport entre le dossier de la copie et les chapitres du roman, l'entrelac constant de critique qui tient à ce va-et-vient entre ce qui est utilisé narrativement dans les chapitres et ironiquement dans les chapitres et ce qui allait être utilisé d'une autre manière ironique dans le montage des citations côte à côte dans la copie et montrer ce travail d'ensemble. Et ce faisant, travaillant sur la tentation de Saint-Antoine, on a mesuré peu à peu combien il y avait de corrélations entre Saint-Antoine et Bouvard et Pécuchet. Et notre édition, dans les notes, insiste sur cette circulation. Flaubert refait vraiment profondément la tentation de Saint-Antoine au moment où il commence vraiment Bouvard et Pécuchet. Michel Foucault avait souligné cela, ce lien entre les deux œuvres. Et l'édition, dans l'édition, et c'est un même volume, nous montrons ces corrélations dans les notices et aussi par les notes et par les références. Nous donnons également pour Bouvard et Pécuchet un index qui renvoie à tous les auteurs des citations de la copie, ce qui est évidemment une première lecture tout à fait intéressante pour voir la disparité des auteurs que
que Flaubert pique et repique. Entre les deux, il y a les trois contes, édités par Pierre-Louis Rey et Stéphanie Dorcroulet, qui ont cette puissance d'une incise absolument merveilleuse. Flaubert s'interrompt de Bouvard et Pécuchet parce qu'il n'y arrive plus, parce qu'il est très très mal, et écrit rapidement pour lui cette merveille que sont les trois contes de simplicité, etc. Du coup, les trois contes sont bien insérés entre Saint-Antoine et Bouvard et Pécuchet. Je crois que la nouveauté de cette édition, c'est donc de donner la totalité, imprimer la totalité du dossier de notes recueillies, découpées, clarifiées, déjà corrélées, très souvent corrélées entre elles, qui devaient constituer la copie, et le dictionnaire, bien sûr, dans la suite des 10 premiers chapitres, mais en montrant bien que c'est un ensemble qui devait être organique, absolument organique. On ne sait trop comment, puisque les chapitres 11 et 12 devaient être narrativisés. Et là, nous n'avons évidemment que les fiches des dossiers, les fiches de la copie. Ce qu'aurait été la prose qui permettait de ce que Flaubert prévoit, ils se mettent à composer le dictionnaire, les idées reçues, à faire la copie. C'est la copie que nous donnons. C'est-à-dire à la fois le récit de faire la copie et donner la copie. Ça, quelle solution pouvait être trouvée? On a un peu une idée de cela dans le chapitre sur l'histoire, quand Bouvard et Pécuchet se mettent à écrire la vie du duc d'Angoulême, où il y a à la fois leur travail de recherche et déjà des bribes de scénario. Ça aurait été quelque chose entre le récit du faire et le résultat de la fabrique de la copie. Mais ceci reste incertain. On comprend évidemment que des écrivains comme Borges ou comme Nabokov aient pu adorer cela. Nabokov, qui est une des plus grandes œuvres de Nabokov, c'est quand même la pseudo-édition d'un grand poème. De toute façon, il y a une chose, et ça c'est, je pense, vraiment la dernière question. On dirait avec Bouvard et Pécuchet que peut-être ce n'est pas si mauvais que ça finit comme ça veut dire sans finir, parce que finalement ça devient une espèce d'œuvre conceptuelle d'une façon et une espèce d'utopie des romans. Ça veut dire de quelle autre façon Flaubert aura-t-il fini d'écrire ce livre? Voilà, d'autant plus que comme la figure de la fin de ce livre, c'est précisément copié quasiment sans fin, on voit bien que la suspension telle qu'elle est fait figure de cela. Donc c'est en effet, cette œuvre est une œuvre d'artefact particulièrement complexe et j'imagine particulièrement compliquée à traduire parce que l'une des dimensions de Flaubert, c'est aussi sa difficulté, mais en même temps la puissance de que peuvent être les traductions de Flaubert. Là, je m'adresse à Georges, évidemment. Vous êtes en train de traduire Bouvard et Pécuchet. Oui. Un de mes étudiants, qui est un grand spécialiste de Flaubert, et en particulier des manuscrits de Flaubert, il en a transcrit beaucoup, il a écrit énormément sur la médecine chez Flaubert et dans les brouillons de Flaubert, vient de finir la traduction de Bouvard et Pécuchet en japonais. Et il expliquait la difficulté infinie, évidemment, parce que c'est de manière microscopique mais constante, totalement allusif à des faits de société. Le 19e siècle est projeté dans Bouvard et Pécuchet de manière extrêmement intime, ce qui est évidemment très difficile à traduire, je l'imagine, mais c'est à vous maintenant de le dire. Mais je suis en train de vieillir. Bon, très bien. Bon, c'est tout à fait parfait. Bon, merci beaucoup, Jacques Neff. C'est comme toujours un plaisir de parler avec vous. Et bon, je laisse le dernier mot à Magdalena, donc.
Eh bien, donc, finissons sur cet inachèvement de Bouvard et Pécuchet, sur cette traduction à venir de Jorge. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir conversé avec nous. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.